Eh ben, bonsoir tout le monde. Très bien. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour notre deuxième meet-up. Donc, je suis Thomas Paoli, un des cofondateurs de Bleu Encore. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore Bleu Encore, je pense que ça doit être à peu près la plupart des personnes ici. Donc, on est une start-up. Donc, nous avons donc des projets à nous en interne qui visent à améliorer, on va dire, la vie des développeurs. Et on a aussi quelques projets en open source. Et pour financer tout ça, à la place de faire appel à des investisseurs, on a décidé de mettre notre savoir à la disposition d'autres startups qui ont besoin de dev ou d'autres conseils. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Julien qui va vous présenter donc RxJS et les observables. Merci. Merci. Bonsoir. Et du coup, merci d'être venu. Donc comme l'a dit Thomas, je m'appelle Julien, je suis le CTO de Bleu Encore. Donc mon rôle concrètement, c'est un peu d'aiguiller les développements et d'aider en fait tous les autres devs. Ce soir, on va parler d'RxJS. Alors, est-ce que déjà dans la salle, il y en a qui connaissent RxJS? Tous? Ouais. Et est-ce qu'il y en a qui utilisent énormément RxJS? Mais juste les observables ou vraiment la puissance d'RxJS? Ok, ça marche. Alors moi, ce soir, je pourrais pas tout vous montrer, évidemment, parce que pour tout vous montrer d'RxJS, il me faudrait un meet-up de 3-4 heures à peu près, sachant que c'est extrêmement vaste. Ok. Mais on va se concentrer sur qu'est-ce que c'est, les généralités, et je vais vous montrer 2-3 trucs. Et à la fin, on codera un jeu vidéo. Enfin, du coup, moi, je l'ai déjà codé, donc je vous l'expliquerai plutôt. Un petit jeu vidéo, évidemment, mais basé uniquement sur RxJS. Ou presque. Voilà. Bon, il y aura un peu de DOM, évidemment, mais ce sera essentiellement du RxJS. Alors, vous avez un dépôt GitHub qui se trouve ici. Sur le dépôt, vous trouverez tout le code que je vous montre ce soir, ce qui fait que vous pouvez le récupérer, le tester, vous amuser avec. Il faut savoir que j'ai mis des tags, donc qui seront en fait en haut à droite à chaque fois. Que vous pourrez bien sûr check out et comme ça vous serez en direct avec moi sur le code. Alors dans les généralités, pendant un appel asynchrone, on est habitué à attendre une réponse avant de déclencher la suite. Ça c'est un peu les trucs qu'on sait tous faire et qu'on connaît évidemment. On fait un appel, on attend et puis on déclenche quelque chose. C'est des principes un peu fondamentaux maintenant sur de l'asynchrone. On connaît très certainement déjà les callbacks. Et le callback L, tout le monde voit ce que c'est le callback L, le truc qu'on déteste tous et qu'il faut jamais faire. Les promesses et le async await. Qui utilise les promesses dans son code? C'est bien? Peut-être? Et les async await? Ouais? Ok. C'est bien les async await ou pas? Quand on sait les utiliser, c'est pas trop mal. Alors, on doit gérer aussi de multiples flux d'informations, ça c'est une généralité d'aujourd'hui dans les applications. Et d'actions surtout différentes, et parfois même on doit les scinder, les manipuler, les modifier, enfin faire plein de trucs avec dans le concret. Et ces flux d'actions, quand je dis flux d'actions, je parle bien sûr de tout ce qu'on va faire dans une appli, une SPA par exemple, ou une application web complète, qui n'est autre qu'une SPA du coup. On va devoir gérer par exemple les clics, ce qui se passe quand je fais des requêtes HTTP, enfin énormément de trucs. Les problèmes qu'on peut avoir quand on fait tout ça. Alors, les systèmes d'attente actuels ne fournissent pas un stream d'événements à écouter. Alors, généralement, quand on fait une promesse, c'est une promesse sur un truc, et puis on fait quelque chose derrière, bon, puis ça s'arrête là, quoi. Elle va pas se redéclencher plus tard, quoi. Concrètement, c'est pas observable, au même titre que le pattern observable réellement qui est implémenté par RxJS. Nous n'avons pas un contrôle parfait de toutes les situations en même temps, partout dans le code. Ça, c'est un vrai problème, parce que des fois, on va vouloir qu'une action permette de déclencher 20 actions différentes à des endroits différents, et ça, on peut pas le faire facilement avec ce qui existe autre que RxJS. Ou alors on va le faire, mais ça va être très compliqué. Il y en a qui ont fait du jQuery là dans la salle? Ouais, moi aussi. Mais j'en suis revenu. Sur une promesse async, quand ça crache, ça crache. Et quand ça crache, généralement, derrière, on est un peu, on sait pas trop quoi faire. Avec RxJS, vous verrez, c'est plutôt cool. Il y a une action possible, c'est-à-dire qu'on peut même réessayer. Ce qui est plutôt bien. Nativement, tout n'est pas un stream. Requête HTTP, mouvement de souris, action navigateur, tout ça, c'est des événements, c'est pas des flux d'événements en continu. Et pour les écouter, c'est pas forcément toujours évident, même si on a tout ce qu'il faut dans le navigateur, évidemment. Mais déclencher des choses et permettre d'avoir après une pile d'actions qui va s'enchaîner, c'est pas forcément simple avec les outils dont on dispose de base. La solution, c'est RxJS. Le mec vous vend un truc. Alors, tout devient un stream d'événements. Et là, vraiment, oui, tout devient un stream d'événements. Absolument tout ce que vous allez avoir sous la main peut devenir un stream d'événements. Ne casse pas tout. Ne casse pas tout. Un stream peut être écouté, et du coup, c'est l'écouteur qui va choisir comment il va traiter le stream. Et bien sûr, chaque écouteur
va décider comment il va traiter le stream. Et ça peut être différent à chaque fois. Mais c'est le même stream. Ou pas, on verra après. Un stream 1000 écouteurs devient possible. Donc on a un événement quelque part, et on a une répercussion absolument partout dans l'application. C'est faisable avec RxJS. On dispose aussi d'une boîte à outils complète pour manipuler de la data, et ça, vous verrez, c'est génial, et c'est pour ça que je vous dis qu'il me faudrait 3 heures, parce qu'en réalité, il y a énormément de choses possibles avec RxJS. Donc moi, je vais vous montrer 10% de ce que peut faire RxJS, et encore, peut-être 5% ce soir. Faut creuser ensuite. Évidemment, faut creuser. Les streams peuvent être combinés, arrêtés par d'autres streams, remplacés. Bon, je me suis arrêté là parce que sinon ça aurait fait une trop longue phrase. Concrètement, on peut tout faire avec un stream d'événements et on peut déclencher tout ce qu'on veut derrière. Les généralités d'RxJS, alors concrètement, une observable en RxJS, c'est une fonction pure, toute bidon, avec un next, qu'est-ce qui se passe après, un error évidemment qui permet de les catcher, et un complete qui permet de dire « Ah, tu t'arrêtes ». Ok, le stream, t'arrêtes de streamer, c'est bon, c'est fini. Mais c'est très simple. En réalité, c'est une fonction, 3 paramètres, enfin du moins 3 appels, et puis on fait ce qu'on veut dedans. Une observable, ça définit un concept d'échange d'informations, donc le stream, qui est en fait la pile d'informations, autour de souscription. Donc on va souscrire à une observable pour l'écouter, et puis à partir de là, on va en découler des actions. Une observable pure, on l'a dit lazy. Donc elle ne va démarrer, même si elle est déclarée quelque part, elle ne va démarrer que lorsqu'un observeur l'écoute. Donc dans le concret, elle est créée, elle est là, et puis quand on commence à l'écouter, elle réagit. Alors c'est vrai et c'est faux, hein, parce qu'il y en a qui démarrent directement, et puis quand quelqu'un se câble dessus, là c'est bon, hop, commence à récupérer de l'information. Une observable, ça peut être écoutée, et l'écoute, elle peut être stoppée à volonté, et reprise aussi, et restoppée, et reprise, et restoppée. Donc c'est vraiment un flux d'informations en continu, et on va faire ce qu'on veut avec. Alors ReactiveX, parce que en réalité, RxJS que je vous présente ce soir, c'est l'implémentation en JavaScript. Mais ReactiveX, c'est le nom de la librairie de base, et c'est disponible dans tous les langages, vraiment dans tous, même en Go. Donc pour le coup, en PHP, ça marche très bien aussi. Faut regarder un peu sur le site de ReactiveX, voilà, il le montre. Alors attention, ReactiveX, c'est pas du React, pour ceux qui le croiraient, voilà, c'est simplement le nom de la librairie, ReactiveX, mais il y a souvent des gens qui font l'amalgame, c'est pas le cas. ReactiveX, c'est vraiment un nom de librairie à part entière, ok. C'est développé par Microsoft, mais il n'y a pas que, puisque pour le coup Netflix aussi, est de la partie, ça a été développé avec plusieurs grands majors, et c'est une super librairie du coup. Alors là, je vous ai fait voilà, un petit truc que j'ai récupéré avec un petit montage. Bon. Un array of value, donc vraiment un array très simple avec 4 trucs à l'intérieur, qui va devenir ensuite, poum, un stream. Donc là, on a un array, et puis en fait, on part du principe que quand on va le transformer en stream, ce truc-là, comme c'est un array, ça veut dire qu'il y a 4 événements dedans, il y a 4 valeurs dedans, et quand ça devient un stream, ça marche comme ça en dessous. Donc c'est temporisé, un stream, évidemment, on peut l'écouter à un moment, et puis quand l'action arrive, on fait quelque chose avec. Alors, pour le coup, pour un stream d'un array qui proviendrait d'un array, bon, bah, ça va se déclencher directement, puisqu'il y a 4 valeurs dedans. Mais si c'est un stream qui se déclenche, je sais pas, avec une intervalle, par exemple, bah, ça ressemblerait un peu à ce qu'on a en dessous. Et donc, à chaque fois qu'on a une valeur qui est émise, eh ben, on va la traiter. Et on va faire quelque chose avec. Tout est streamable. Et ça, c'est génial. Mais vraiment, tout est streamable. Les événements, donc par exemple des mouse events, des touch events, des keyboard events, des form events, tout ça, ça peut devenir des streams d'événements. Et on réagit à ces trucs-là. Les animations aussi, les transitions CSS, les request animation from, tous ces trucs-là, ça peut devenir des streams. Les requêtes asynchrones, évidemment. Bien entendu. On fait une requête et puis bon, bah, on l'observe et on fait un truc après. Les WebSockets. Alors le concept, qui a déjà utilisé les WebSockets? Ouais, ok. Le concept est un peu le même, en réalité, sur un WebSocket. Bon, bah, il y a des événements qui passent, c'est déjà un stream, le truc, et puis on est câblé dessus, et puis il se passe quelque chose. Donc ça, de base, de façon un peu native, on peut utiliser le WebSocket comme un stream d'events. Avec RxJS, ça prend encore une dimension supplémentaire. Vous verrez pourquoi après. Mais dans le concret, on peut l'utiliser tout à fait avec des WebSockets, et c'est vachement recommandé, parce que pour le coup, vous allez manipuler ça très rapidement. Vous en faites, non, du WebSocket, hein? Dans votre appli, ouais, non? Ok. Les autres entrées, bon ça, ouais, relativement, personne va les utiliser, à part vraiment si vous développez un jeu vidéo qui requiert un joystick, par exemple. Mais vous pouvez aussi, tout à fait, ces autres entrées-là, les transformer en stream et puis jouer avec et faire quelque chose. En RxJS, il y a 3 types d'observables. Il y en a un 4e, mais je l'ai pas mis parce que bon, personne l'utilise.
Mais là, on en a trois qui sont trois types vraiment qu'on va retrouver partout. Et c'est important de savoir à quoi ils correspondent, ces trois types-là, parce que souvent, quand on arrive sur RxJS la première fois, on se dit, oh là, attends, il y a des subjects, il y a des behavior subjects, il y a des observables purs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une observable pure, plain, c'est un stream simple, ok? C'est un stream unique, un par observer. Donc, ça veut dire que la valeur qui est émise, elle est unique par observer. Si on a mis un truc random dedans, bah, on aura à chaque fois une valeur différente parce que on va l'observer et elle va réagir à chaque fois par observer. Et il faut souscrire pour recevoir, évidemment, sinon on reçoit rien. Le subject, lui, il est multicast. Ce qui est hyper intéressant sur les subjects, c'est qu'on va les utiliser dans les deux sens. Ça peut être soit une observable, soit un écouteur. Ça marche dans les deux cas. Et on peut surtout le câbler sur une observable existante, ce qui fait que quand il y a un truc qui va passer à l'intérieur de l'observable, eh ben, on va récupérer la même valeur partout. Et ça, bah, ça permet de jouer avec les observables d'une manière différente. Le behavior subject, lui, il est encore un peu différent. Il est multicast aussi, mais celui-là, ce qui est génial, c'est qu'il peut démarrer avec une valeur de départ. C'est-à-dire que même s'il émite rien à aucun moment, en fait, de sa vie, il démarre avec une valeur et qui souscrit dessus la reçoit. Automatiquement. Donc, on pourrait démarrer, je sais pas, avec un score de départ, par exemple, qui sera toujours le même. Et puis, on va faire évoluer ce score au fur et à mesure. Donc, on émettra à l'intérieur de ce behavior subject. Et puis, bah, là, ça modifiera des choses, par exemple. Alors là, il y a un tag step 1. Du coup, ça tombe bien parce que bah, je l'ai monté. Je vais vous montrer très rapidement comment on monte un petit projet. Bon, c'est très rapide hein, en réalité, mais il y a un peu de tsconfig dedans pour compiler derrière. J'utilise du Webpack pour faire la compilation. C'est un truc très simple. Hein. Vous verrez si vous récupérez le code sur le dépôt, il n'y a rien de bien méchant. Il y a simplement un index.html qui implémente le bundle.js qui est généré. Voilà, point. Et puis dans src, on a un index.ts où on a le code. Alors, pour ce code-là, ok, qui est le premier qu'on regarde ensemble, on a les trois types d'observables, d'accord? La première observable, elle est là. Alors, comme vous le voyez, hein, j'importe behavior subject, observable subject pour vous faire les trois. Je définis une constante observable, ok. Je la crée, observable.create. Je lui dis qu'il y a une source, et puis je fais un source.next, et dedans, le source.next, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement un mat.random, ce qui veut dire que je m'attends à avoir un random d'un chiffre mathématique, x ou y. Bon là, je vous ai mis un petit console.log pour qu'on sache où on en est, et puis je vais souscrire. Alors pour souscrire à une observable, c'est aussi bête que ça. Observable.subscribe. Et puis dedans, fonction anonyme, boum, je récupère la valeur et je la console log pour vous afficher le premier consumer. Observable.subscribe pour avoir le deuxième, comme ça on se rendra bien compte que ici, vu que c'est une observable et que bah, elle est unique, à chaque fois la valeur va changer. Le deuxième cas qui se trouve en dessous, après on le fait runner ça, hein. Comme ça on voit bien que dans la console il se passe des trucs. Le deuxième cas en dessous, c'est que je démarre un subject. Donc je fais un new subject, hein, tout simplement. C'est la même observable que dessus. Je vais souscrire donc directement de mon sujet sur l'observable. Et puis, regardez ici, je vais passer mon subject, ou plutôt mes subjects, parce qu'il y en a plusieurs ici, directement dans l'observable. Donc je souscris des sujets sur l'observable. C'est comme ça que ça marche. Et ici, ce qui est génial, c'est que le consumer A et le consumer B, étant donné que c'est des subjects qui vont observer, vont recevoir la même valeur quand ça émite. Exactement la même. C'est deux façons de faire, enfin c'est deux manières de faire différentes qui vous permettent de travailler avec les observables. La troisième, et donc la dernière, c'est le behavior subject. Grosse différence avec le subject de base, je suis obligé de le démarrer avec une valeur. Je le démarre, et ici, quand je vais souscrire, il va recevoir automatiquement cette valeur-là. C'est automatique, il la reçoit. Et ensuite, je peux faire un next plus tard, et donc dans ce cas-là, ça va repasser dedans, évidemment. Et comme c'est un behavior subject, donc ça garde la même typologie que les subjects, ça va avoir la même valeur encore une fois. On va le runner. Bon, c'est pas très long. Hein. C'est rapide à compiler, il n'y a rien. Ah, c'est compilé. Alors dans la console ici, on a les trois résultats. Ok. Donc premier, c'est l'observable. Ok. Donc l'observable de base, hein, c'est pas la même valeur, puisque c'est unique, stream unique. Le deuxième, c'est le subject, on voit bien que c'est les deux mêmes valeurs quand ça émite. Okay. Donc c'est multicast. Et ça, c'est génial quand vous avez des actions qui doivent prendre la même valeur et qui doivent se répercuter partout dans une appli. Les subjects, c'est parfait. Et le behavior subject, donc là, c'est au début, quand j'ai souscrit dessus, il a reçu la première valeur, directement, il n'y a pas eu de next, hein, il n'a pas attendu qu'on émite quoi que ce soit, poum, il a reçu la valeur. Et la deuxième fois, c'est le next que j'ai fait. Comme c'est un behavior subject, bah, du coup, voilà.
On a la même valeur 2 fois. C'est bon pour ça? Ça, c'est les 3 types que vous retrouverez avec lesquels vous pouvez vous amuser, jouer, etc. Donc l'observable, gardez-les en tête, quoi. Observable, c'est pas multicast, les autres c'est multicast, et puis dans le cas du behavior, on peut lui passer une valeur de départ. C'est tout. Ni plus ni moins, mais ça reste tout le temps de l'observable. Bonjour. Là, je vous ai refait un petit diagramme pour être bien sûr que c'est OK. D'accord? Donc concrètement, voilà une observable de base, hein, poum, 3 streams différents, et le subject, un stream, un subject, et la même chose partout. Ça, c'est bien pour se rendre compte après, et puis garder ça de côté. Alors, event, input, vers stream. Là, maintenant, on va rentrer dans les petits exemples. Hein. Je vais vous montrer des trucs. Si vous faites un peu d'Angular, vous allez voir, c'est rigolo. Parce que Angular, au final, on se rend compte que, oh, c'est marrant, ça utilise RxJS derrière. Ah ouais, forcément, tu penses. Ils sont malins, les gars. Alors, ici, je vous en montre un. C'est un opérateur qu'on peut utiliser qui permet de créer des observables. Et en l'occurrence, il y en a plein. Hein. Alors, je vous en montre qu'un seul, mais il y en a des centaines. Okay. From event, ça permet de créer une observable depuis un événement, n'importe lequel, à qui on va donner à chaque fois un élément HTML pur, okay, et un événement qu'on veut écouter, et puis à partir de là, on lui demande de faire des trucs. Quoi. Donc ça, le from event permet de transformer donc un événement en stream. Chaque nouvel événement est envoyé vers l'écouteur, évidemment, ça émite. À chaque fois qu'il y a un truc qui passe dedans, c'est un événement, donc hop, c'est devenu un stream, et puis on va le manipuler. Et donc, on peut manipuler les streams. C'est une observable, évidemment. On en fait ce qu'on veut. Donc là, c'est la step 2. On va voir que je kill, et puis que... Hop, c'est la step 2. Je vais relancer, puis je vais vous montrer. Alors, je l'ai fait sur un petit champ de formulaire vraiment bidon. Un petit input, quoi. Et puis, on va se câbler sur l'événement, qui est l'événement input, quoi, qui permet de savoir qu'il y a un truc qui a été tapé dans le champ. Donc, dans le concret, ça ressemble à ça. C'est assez rapide. Puis en plus, ça vous montre comment on câble une observable de base. Hein. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un ex, un erreur, un complète. C'est une fonction pure. Et ça ressemble à ça, ni plus ni moins. Donc on apporte from event de RxJS. Vous voyez, tout est sous le scope RxJS, sauf après les opérateurs pour manipuler un stream. Tout ça, ce sera sous RxJS/operators. Je fais simplement une node, document query selector, je récupère un input que j'aurais mis dans le HTML à l'avance. Ensuite, je crée une observable. Alors, vous verrez souvent que dans le monde d'RxJS et des observables, on va utiliser le $ à la fin pour stipuler que ce qu'on a mis dans la constante, c'est un observable. Voilà. C'est pas une norme, c'est pas imposé, mais c'est vrai que tout le monde fait comme ça, donc c'est une norme, c'est imposé. Quand vous avez fait ça, vous voyez, ça ressemble uniquement qu'à ça. From event, node et input. Donc node, c'est mon élément HTML pur. Input, et du coup, c'est l'événement que j'écoute. Vous pouvez écouter n'importe quel élément événement sur n'importe quel élément. Ça marche très bien. Ensuite, je crée un subscriber qui n'est qu'un objet pur avec 3 choses à l'intérieur. Next, je récupère l'event, je le console.log, je dis ce qui a été tapé dedans. Donc là, c'est du DOM classique et c'est de la manipulation en fait d'éléments du DOM classique aussi. Donc je vais avoir un event target value, je le récupère, je l'affiche. S'il y a une erreur, je dis oups, il y a une erreur. Et si c'est fini, complete, je fais complete. Bon là, j'ai ni fini, ni fait d'erreur. Vous vous rendez bien compte que voilà, c'est comme ça que ça se déclare, et puis s'il y a des erreurs, ça passe dedans. Et si on l'arrête, ça fait complete. Et puis ensuite, pour le faire fonctionner, j'ai simplement qu'à le démarrer. Input.subscribe, et je lui passe, poum, mon subscriber. Terminé. C'est compilé. On peut tester. Donc j'ai un champ. Puis c'est génial. Quand je tape, ça récupère, et puis point, terminé. C'est aussi simple que de le faire en Angular, quoi, concrètement. Presque. En Angular, c'est des parenthèses, on appelle un truc. Bon, c'est la même chose, en fait, en réalité. Alors, ce qui est bien, en plus, avec l'événement input, c'est que si j'efface complètement le champ, je récupère quand même la valeur effacée, ce qui n'est pas le cas quand on a, les hotkeys machin. Donc ça, c'est cool, c'est simple, ça vous montre comment on câble rapidement une observable. Et comment surtout vous transformez un flux d'événements dans le navigateur en observable. Alors on va passer aux opérateurs, parce que c'est quand même la partie la plus géniale de RxJS. Parce que là, c'est cool, on fait des observables, on peut le faire facilement, ça, attendez. Écouter des événements dans le navigateur, il est en train de dire quoi, le mec? Tout le monde sait le faire. Ouais, mais ce qui suit, vous allez voir, c'est quand même très puissant. Et c'est pour ça, en fait, en réalité, que tout le monde utilise RxJS maintenant, un maximum de personnes en tout cas. C'est que ce qu'on peut faire avec un stream et les opérateurs, c'est génial. Tout un tas d'outils que l'on peut utiliser donc pour modifier le stream ou le manipuler. Okay.
Ils sont chaînables, donc on peut facilement jouer des scénarios simples ou complexes. J'ai une valeur, j'en fais un truc, je le transforme, voilà. On peut définir des piles d'enchaînement par écouteur. Donc ça, c'est pareil, hein. On définit un écouteur, on câble sur un observable, et puis à partir de là, ça se joue. Et on peut en avoir des dizaines qui ont des scénarios différents avec la même valeur. La liste des possibles est longue, et je vais pas tout mis, hein, évidemment. Il y en a, je crois qu'il y en a 200 fois des opérateurs, c'est impressionnant. Pardon? Ouais, le do maintenant c'est tap. Ouais. Mais bon, je l'ai laissé. Voilà. Donc map, do, filter, first, last, throttle time, debounce time. Enfin, bref, on a énormément de trucs qui existent. Hein, c'est très 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 long. C'est une très longue liste. Alors la très longue liste, hein, vous la trouverez évidemment sur internet facilement. Il y a un site qui s'appelle learnrxjs.io qui est extrêmement intéressant, qui permet d'avoir tous les opérateurs. Et donc je vais juste défiler. Voilà. Ça, c'est la liste des opérateurs possibles, hein, qui sont rangés par catégorie. Donc, ça va du filtre à la transformation, à l'utilitaire de base, qui est toujours en do, hein, d'ailleurs, sur l'Ardoc, do tap. Voilà. Ils le maintiennent parce que les gens le savent, en fait. Enfin, voilà. On est habitué au do. On ne sait pas pourquoi ils l'ont rappelé tap. On pensait qu'il allait y avoir un truc sous do, puis non. Il y a des opérateurs de combinaison aussi, parce qu'évidemment, plusieurs streams, vous pouvez les combiner ensemble pour en faire un truc. Enfin, c'est phénoménal, et du coup, ça permet d'améliorer le travail énormément. Alors, je vous en montre quelques-uns. OK? Donc ça, c'est le merge classique. On a une première observable au-dessus, là, un premier flux d'événements A, B, C, puis un deuxième flux d'événements D, E, F, et boum, avec le merge, on va merger tout ça. Donc voilà, 2 flux d'événements en un seul, et puis après, je travaille avec. Ça, c'est possible. Step 3. Donc concrètement, là j'en ai un premier ici, constante observable, j'en crée une, c'est un observer, puis là je fais observer.next, hey guy, et puis j'en fais un deuxième en dessous, observer.next, how is it going? Et puis en dessous je lui dis, ok tu me les merges, tu souscris dessus s'il te plaît, et puis après tu me les ajoutes, add item x, et derrière, regardez la add item, je vais juste faire un console.log. Donc vous pouvez répercuter des actions sur plusieurs streams en même temps que vous allez merger en un seul. Ça permet de faire des trucs plutôt cool. Bon là, évidemment, on va juste mettre voilà, les 2 phrases, hein, évidemment. Mais on a bien voilà 2 flux d'événements qui proviennent de 2 endroits différents, qu'on merge ensemble, et on en fait un seul truc. Ça donne des idées ou pas? Ouais, ça donne des idées. Décidément. Le step 4, donc du coup, map. Bon, tout le monde connaît map sur les arrays. On fait tout ça, quoi. Bah, on peut le faire là aussi, hein, sans aucun problème. Donc, 1, 2, 3, poum, je map. 10 fois X, paf, paf. 10, 20, 30. Bon, évidemment, c'est des exemples simples, hein. Il faut. C'est un peu de pédagogie, là. Mais pour le coup, après, on imagine bien que, bah, si on enchaîne ça, on peut faire énormément de trucs, quoi. On modifie des valeurs, en fait. Très rapidement sur un stream d'event. Bon, toujours pareil, il y a une step 4, évidemment. C'est mieux quand on vous le montre quand même et que ça fonctionne. J'ai fait des mots ou pas? Donc ici, c'est un peu particulier ce que je fais parce que je commence à rentrer dans de la manipulation pure et donc dans de l'enchaînement de fonctionnalités. Et je vous ai pas parlé du pipe évidemment parce que je l'ai là-dedans. Donc je crée une observable qui dit next, hey guy, ok. Et puis derrière, j'ai envie de mapper dessus pour faire quelque chose et pour modifier ma valeur. Et quand je veux faire ça, et sur beaucoup d'opérateurs, vous serez obligé de passer par pipe pour pouvoir en fait créer une pipe de plein de trucs que vous allez enchaîner les uns derrière les autres. Sachant que chaque pipe doit retourner un truc si vous voulez pouvoir orchestrer derrière avec la valeur. Parce que sinon, bah, ça s'arrête. Enfin, ça passera dedans, hein, mais il se passera rien parce qu'il y a rien qui est retourné à chaque fois. Donc ici, je démarre simplement pipe, point pipe sur mon observable create. Je map la valeur. Je fais quelque chose avec. Donc là, en l'occurrence, je le uppercase, mais c'est pareil, c'est des exemples simples, mais on pourrait faire n'importe quoi avec la valeur. Et derrière, pour que ça marche, évidemment, je souscris. Vous remarquez aussi que la partie je pipe, je map, c'est avant la souscription. Hein. Donc c'est quand on est en train de définir en fait son observeur. Okay. Derrière, je fais un console.log très bidon pour vous montrer que tout fonctionne et que je ne suis pas un charlatan. Hey guys. Donc, bien sûr, on part d'une valeur hein, qui est pas uppercase et puis poum, on l'uppercase. Sachant que dans le pipe, vous en enchaînez 1, 2, 3, 1000, peu importe, ça va marcher. Ça va marcher à une vitesse phénoménale en plus.
Et des fois, bah, ça va plus vite que de faire, je sais pas, pour calculer des trucs, par exemple, l'effort sur des machins, des trucs, ça sert à rien, quoi. On passe par ça, on en crée un stream et puis on fait de la manipulation de données. Bon, le dernier que j'aime bien, moi, c'est Pluck. Je l'aime bien parce qu'il s'appelle Pluck. Vous connaissez Pluck ou pas? Il y en a qui ont déjà vu? Pluck, c'est marrant. On a une collection d'objets, par exemple, et puis on a envie de manipuler qu'une seule des valeurs des objets, bah, plutôt que d'aller les récupérer, on utilise Pluck. Et on lui dit, bah tiens, tu me ressors qu'une seule des valeurs de mes objets, puis tu me l'affiches, et je la manipule. Je fais un truc avec. Quand on se récupère des objets qui ont, je sais pas, 70 propriétés, qu'on a besoin de travailler qu'une seule, ça permet de, voilà, d'alléger un peu le code aussi. Et puis Pluck permet de la récupérer et de faire des trucs avec. C'est une bonne question, ouais. Non, je crois pas. Ouais, t'en récupères qu'une, si je me trompe pas. Ouais. On peut regarder dans la doc, remarque. Ouais, il y a des args, t'as vu? Point, point, point. Donc tu peux en passer plusieurs si t'as envie. Tu les manipules. Tu vas te faire un petit reduce de l'objet, quoi. Donc ça donne ça. Bon, là, j'ai fait un truc simple aussi. Donc on a 3 objets, donc encore un petit opérateur que vous connaissez pas, du coup, qui s'appelle from. From permet de transformer un truc. Donc là, en l'occurrence, une collection de plein d'objets, en observable. Donc on lui dit from quelque chose. Donc ça peut être ici tout ce qu'on veut, mais en tout cas ici c'est en collection. Et puis on pipe derrière, j'utilise pluck, et je vais lui dire pluck, tu me récupères le first. Et puis tu me fais un petit console.log derrière pour m'avoir récupéré que cette valeur-là. Évidemment, on récupère que cette valeur-là, et puis après on la manipule, on fait ce qu'on veut avec. Donc des opérateurs comme ça, il y en a plein. Et c'est ça la puissance d'EricJS, c'est que du coup, ça nous facilite énormément le travail. Alors au début, on a un petit travail de recherche là. Il y a quand même, il y a un côté Indiana Jones. Tiens, qu'est-ce qui existe et puis qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. On va chercher un peu si ça n'existe pas déjà. En l'occurrence, si vous commencez à chercher un truc, c'est qu'il existe. Hein. Si vous vous posez une question avec JS en vous disant est-ce que je peux faire ça, ouais, vous pouvez le faire. Très clairement, vous pouvez le faire. Il y a des mecs qui codent Mario avec JS, donc c'est pour vous dire quoi. On peut y aller quand même. Hein. Bon là, je vous ai montré un peu. Grosso modo, ce qu'on peut faire avec EricJS, dans les grandes lignes, hein, évidemment, je peux pas rentrer dans le détail, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de choses. Mais je vais quand même vous faire un exemple concret, okay, d'un jeu vidéo en main, stéréo normalement, en moins de 100 lignes de code, qui est un petit truc en soi, okay, mais qui vous montre un peu la puissance et surtout qui vous montre des choses qu'on peut faire. Par exemple, démarrer une observable, traiter de la data au fur et à mesure, arrêter l'observable quand on est game over, enfin voilà. On peut vraiment s'amuser, il y a beaucoup d'enchaînements possibles, hein. C'est très vaste. Évidemment, c'est la step 6. Alors pour celui-là, il n'y a pas que du EricJS dedans, et je vais être obligé quand même voilà, de vous le dire, parce que sinon je vous mens. Il y a un petit fichier que j'ai rajouté qui s'appelle DOM-Updater. Okay. Alors DOM-Updater, ici à l'intérieur, j'ai quand même référencé quelques trucs, et je vais vous les passer en revue. Vous voyez que je manipule un peu de DOM aussi, évidemment. On a des petites constantes qui vont être des fonctions que je vais utiliser. Je vais vous montrer quand même le petit jeu, parce que celui-là, vous allez pouvoir le récupérer et puis faire rager vos amis. Donc concrètement, on va faire un catch the dot, qui est très simple. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais écouter dans le concret le mouse over sur un élément HTML. Et puis, dès que je suis mouse over dessus, boum, je déclenche mon observable, je manipule la data, je fais des trucs avec l'élément, et puis je lui mets un petit timer de 5 secondes. Que j'accélère au fur et à mesure. Sinon, c'est pas drôle. Et on maintient le score. On va faire évoluer le score à chaque fois pour que ça fonctionne et qu'il y a un petit attrait quand même, sinon c'est pas rigolo. Si vous arrivez à faire plus de 27, vous êtes fort. Dans le concret, ça donne ça. On va aller chercher le truc, et puis hop, on augmente le score. Et à chaque fois, c'est le timer de la mort, puisque au bout d'un moment, il s'accélère tellement que vous ne pouvez plus toucher la balle. Alors on fait quelques autres trucs hein, pour s'amuser un peu. On change la couleur tous les 3 modulos, par exemple. Enfin voilà. On fait pas mal de petits trucs comme ça. Okay. Et ça, il n'y a pas beaucoup de lignes de code derrière. C'est très facile à coder en EricJS. Pas très facile. Alors dans les fonctionnalités, on a un random qui file un random x300. Bon. Un élément qu'on va pouvoir récupérer avec un getElementById. Un setElementText qui nous permet d'insérer à l'intérieur de l'élément le texte qu'on a envie d'insérer. Okay. Un timer qui est un élément timer, concrètement au niveau du HTML, hein, ça ressemble à ça, il y a un peu de CSS, mais pas plus que ça. Et puis boum, il y a 2 éléments. Hein. Catch the dot, qui est le timer, et puis dot, qui est l'élément dot. Ensuite, on a donc le fameux élément dot.
mais je suis passé trop vite. On a le set.size qui permet de setter, de remettre en fait une taille sur le point. Okay. On a la constante dot ici qui est l'élément dot. On utilise elem au-dessus pour le récupérer. Et ensuite, on a un update dot. Update dot, ça va prendre un score en paramètres, ça le modulo 3. Et on va simplement faire un petit random. Regarde, Christophe, c'est pour toi. On va faire un petit random de la couleur. Voilà. Petite fonction bidon pour aller récupérer une couleur et puis l'appliquer à l'élément tous les 3 points. Okay. On a une constante aussi qui est setTimerText qui permet d'insérer le timer dans l'élément du timer. Okay. Un moveDot qui permet de faire un espèce de random ici avec un translate sur la taille de notre dot. Okay. Donc on va random en fait sa position et puis on va lui remettre une taille à 5. Et enfin on a un reset.size qui permet de le remettre à 30. C'est ce qui fait que à chaque fois il devient petit et puis il redevient gros et puis on est bien en galère pour aller l'attraper. Alors maintenant au niveau du code côté RxJS. Donc tous ces trucs-là, hein, je les importe, hein, ils sont tous là. Je vais m'en servir, évidemment. C'est des petits utilitaires bidons. Mais on est obligé, hein, parce que quoi qu'il arrive, même si on est en RxJS, il faut quand même qu'on travaille avec le DOM. On a une interface de state qui nous permet d'avoir un score et une intervalle, qu'on a ici. Ensuite, on a une constante makeInterval. Alors makeInterval, attention, faites attention quand même. Parce que ici, la val qu'on a là, qui est le state, hein, qu'on va utiliser, elle va être utilisée derrière pour créer une intervalle, et ça c'est du RxJS aussi. RxJS permet de créer des intervalles, permet de faire d'autres trucs aussi quand on a besoin de faire des timers, par exemple, avec une intervalle qu'on va lui donner. Et quand je vais faire pipe ici pour aller manipuler la valeur, c'est pas l'intervalle que je manipule, hein, mais c'est bien ici la valeur qu'on a à l'intérieur, le state qui se trouve ici. Okay. Et du coup, ça va me permettre de faire le 5, 4, 3, 2, 1, 0 jusqu'à être game over. Et ensuite, je vais faire un tap ici, setTimerText, qui va me permettre bien de balancer en fait directement ici le texte dans le timer. Okay. Donc c'est des enchaînements. Hein. À chaque fois ici, vous voyez, alors je fais pas de return évidemment parce qu'avec les fonctions anonymes en JS, on met pas de return, ça return. C'est le principe de la fonction fléchée. Et je vais simplement agir à chaque fois sur mes éléments. Ensuite, derrière, j'ai un gameState avec un score, et puis ici une intervalle à 500 qui va évoluer au fur et à mesure. Mon nextState, qui prend un state, va changer le score. Plus égal 1. On augmente le score. Et va aussi modifier mon intervalle pour l'accélérer ou pas. Ça me permet d'accélérer mon intervalle et donc d'avoir le 5, 4, 3, 2, 1, 0 de plus en plus vite, au fur et à mesure de mon score. On s'est fait une constante isNotGameOver, donc qui prend une intervalle value et qui vérifie si est supérieur ou égal à 0. Et si je suis à 0, bah, game over. Et le jeu, à proprement parler, après qu'on ait fait toutes ces petites fonctions-là, il est là. En fait, il tient en quelques lignes grâce à RxJS. Donc, on démarre une game. Ah, regardez, c'est inobservable. On lui dit quoi? Bah, from event, forcément. Depuis un événement. Quel événement? Bah, mouseover sur le dot. À chaque fois que je passe la souris dessus. Et à partir de là, moi, je pipe un truc et puis j'agis dessus. Et je vais faire quoi? Je vais faire tap. Donc, move dot. Vous vous souvenez, move dot qui permet de faire bouger le point. Scan qui va me permettre de récupérer les informations ici et de les repasser pour pouvoir les travailler derrière. Ce qui me permet ici de faire un tap, de récupérer le state et de l'envoyer dans update.dot. Oups. Update.dot qui permettait ici de mettre à jour le score et de changer la couleur. Okay. Je fais un switch map sur le makeInterval pour qu'on puisse envoyer le nouveau calcul d'intervalle et donc avoir la valeur qui se met à jour. Je fais ici un tap sur le reset.size pour pouvoir le remettre ici à 30 à chaque fois, parce qu'il faut que ça revienne à chaque fois à 30. Et enfin, la partie la plus intéressante et la plus importante, le takeWhile. Le takeWhile, vous voyez qu'il arrive en bout de course, vraiment à la fin de toutes mes manipulations. Donc concrètement, tous mes enchaînements qui sont ici ne sont faits que pour changer le score, bouger le point, changer la couleur du point, etc. Découpler à chaque fois en petites fonctionnalités. En plus, à coder, c'est vachement cool parce que vous allez découper votre code en plein de petits bouts qui sont des séquences et puis vous allez les enchaîner. On peut se dire que RxJS est un orchestrateur en fait de manipulation de data. Et le takeWhile qui est en bas, il va vérifier à chaque fois si is not game over, décidément.
Is not game over, ici, vous vous souvenez, c'est le intervalle value n'est pas égal à 0. Take while, ça dira à l'observable, tu joues cet observable, tant qu'un truc n'est pas arrivé. Et dès que ce truc-là arrive, terminé, ça s'arrête. Il n'y a plus d'observable qui passe. Bien sûr, pour démarrer, il faut souscrire. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Que si c'est final, si on a arrêté l'observable, c'est-à-dire le take while est passé, c'est en fait le complete de l'observable, on insère game over, point barre. Et ça s'arrête. C'est pas mal comme exemple, hein. Ça vous permet d'avoir voilà, une petite vision d'ensemble. Alors après, faut le relire, évidemment. Faut l'essayer aussi, le casser, regarder comment ça marche, essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec. Mais ça vous donne ici un vrai exemple d'enchaînement de commandes qui permettent de manipuler de la data facilement, avec des petites fonctions à chaque fois. C'est un exemple qui est un peu long, mais c'est vrai qu'il faut rentrer dans ce genre de truc, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai raison, il y a moins de 100 lignes de code là. Je crois que j'ai compté, il y en a 70 ou 80, pas plus. C'est déjà pas mal. Mais en réalité, le jeu, vous avez vu, il tient dans pas grand-chose. Alors comme d'habitude, on remercie également Deskeo qui nous a prêté la salle là, ici, puisque nous on a nos bureaux en fait dans ce Deskeo là, mais c'est vrai que la salle est pas privatisable généralement pour des meet-up quoi. Nous on nous la prête et c'est plutôt sympa.